Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur un chapitre de ton cours de physique de terminale, l'évolution temporelle des réactions chimiques, autrement dit la cinétique chimique. Et c'est parti. Alors tout d'abord, pour poser des bases solides pour ce chapitre, je vais te rappeler ce qu'est une réaction chimique. Dans une réaction chimique, on va venir modifier, casser, créer des liaisons entre des atomes qui composent des molécules. Et comme on a besoin de décrire ce qu'il se passe au niveau moléculaire de manière simple, on va utiliser une notation pour décrire la réaction. Dans cette notation, on va placer à gauche d'une flèche les réactifs et à droite d'une flèche, de cette même flèche, les produits de la réaction. La flèche, donc, elle est là pour traduire la notion de avant-après. Les réactifs sont là avant la réaction et les produits sont disponibles après la réaction. Dans ce chapitre, on va s'intéresser en particulier à ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire pendant la réaction. Et oui, car en réalité, une réaction, elle n'est jamais réellement instantanée. Elle va mettre une certaine durée à se réaliser, à se terminer. Certaines vont être tellement rapides qu'on va les considérer comme instantanées. Par exemple, une explosion, ça va tellement vite qu'on dit qu'elle a été instantanée. Alors que dans la réalité, elle a mis une certaine durée à se produire. Mais une durée qui est tellement courte à notre échelle qu'on va considérer que ça s'est produit de manière instantanée. En revanche, d'autres elles vont mettre des semaines, voire des années à se terminer. Prends par exemple la rouille d'un objet. Si tu laisses du fer dehors, au cours du temps, il va rouiller. C'est une réaction chimique qui en est responsable, et elle est relativement lente, d'ailleurs heureusement pour nous. Mais tu as pire, certaines réactions mettent littéralement des milliers voire des millions d'années. La formation du carbone ou la transformation du diamant en graphite par exemple. Mais bon, pas de crainte à avoir pour le diamant de Méméginette, il risque pas de se transformer en crayon de papier tout de suite, la réaction elle est vraiment très lente, on parle de plusieurs millions d'années. On a donc vu que les réactions ne vont pas à la même vitesse, mais c'est même pire dans la réalité. On peut accélérer ou ralentir une réaction donnée en agissant sur certains paramètres. On va appeler tous les paramètres qui peuvent influencer une réaction chimique des facteurs cinétiques. Retiens bien ce terme, on risque d'entendre parler dans chaque exercice qui concerne ce chapitre. Alors les plus courants, ce sont la température et la concentration des réactifs. Plus ces valeurs vont augmenter, plus la réaction va avoir tendance à être rapide. Mais ce ne sont pas les seuls paramètres qui peuvent influencer la vitesse d'une réaction. On a aussi par exemple la pression, le type de solvant utilisé, la présence ou non de lumière, et il y en a d'autres, la liste n'est vraiment pas exhaustive ici. Et enfin, on va retrouver les catalyseurs, ce sont des éléments chimiques qui accélèrent fortement une réaction et qui ont la particularité de ne pas être consommés durant la réaction. La quantité initiale sera la même que la quantité finale. Pour cette raison, en général, on ne précise pas leur présence dans l'équation bilan de la réaction. Maintenant que tu sais que la vitesse d'une réaction peut être rapide ou lente, c'est bien. Mais concrètement, comment on la mesure, cette vitesse de réaction ? De manière générale, on va suivre dans le temps l'évolution de la concentration d'un des réactifs ou d'un des produits de la réaction. L'évolution de la concentration des réactifs va donc diminuer au cours du temps jusqu'à se stabiliser à une certaine valeur, 0 dans le cas et uniquement dans le cas où la réaction est totale. Au contraire, la concentration des produits, elle va augmenter au cours du temps. Comme tu le vois sur les deux courbes en exemple, l'évolution ne va en général pas suivre une droite. Elle va être plus forte au début et ralentir au cours du temps. C'est normal, et tu dois savoir en donner une explication. La concentration des réactifs diminue au cours du temps. Or, c'est un facteur cinétique. La réaction est donc de plus en plus lente. Les deux courbes ici sont donc typiques de ce que tu vas retrouver dans ce chapitre. À partir des courbes d'évolution de la concentration au cours du temps, on peut créer une nouvelle grandeur. C'est ce qu'on appelle la vitesse volumique. Dans le cas d'un réactif, on va parler de vitesse volumique de disparition, et dans le cas d'un produit, de vitesse volumique d'apparition. La formule permettant de la calculer, je l'ai écrite en haut à droite. Elle fait apparaître la dérivée de la concentration par rapport au temps. De manière générale, on ne connaît pas la fonction qui représente la concentration au cours du temps. C'est donc difficile d'en calculer la dérivée. On va plus souvent la retrouver graphiquement. Prenons l'exemple suivant. On cherche la vitesse volumique au temps 20 secondes. Je te rappelle qu'en maths, la dérivée d'une fonction en un point donné correspond à la valeur de la pente de la tangente en ce point. On trace donc la tangente au point d'abscisse 20 secondes. Pour avoir la vitesse volumique à 20 secondes, une fois qu'on a cette tangente, on en déduit la pente grâce à la formule suivante. Donc A, la pente de la tangente, est égale à YB moins YA sur XB moins XA, où B et A sont deux points de la tangente. On trouve ici 0,0155. La vitesse volumique d'apparition à 20 secondes, elle est donc de 0,016 mol par litre moins 1 par seconde moins 1. Alors cet exemple, on l'a fait à 20 secondes, mais on aurait pu le faire à 10 secondes. Ça donne la même chose, on trace la tangente au point d'abscisse 10 secondes, on prend deux points A et B sur cette tangente, on en déduit la pente, ce qui nous permet directement d'avoir la vitesse volumique au point d'abscisse 10 secondes.
Petite remarque, on remarque ici que la vitesse elle est plus petite au temps 20 secondes qu'au temps 10 secondes. C'est normal parce qu'on rappelle que la vitesse on s'attend à ce qu'elle diminue au cours du temps, puisque la concentration des réactifs va avoir tendance à diminuer au cours du temps et que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. On va maintenant parler de temps de demi-réaction. Alors plutôt que de dire qu'une réaction elle est rapide ou lente, les chimistes ils ont besoin d'être plus précis. Ils ont donc créé une grandeur, le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, pour rappel, c'est la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final. Cette définition, elle est à connaître par cœur, et on te la demandera dans de nombreux contrôles. Alors attention, contrairement à son nom, le temps de demi-réaction n'est pas un temps mais bien une durée. Alors concrètement ici, ce que tu auras à faire, c'est retrouver le T1,5 par lecture graphique. Pour cela, on va déterminer l'avancement final. C'est lorsque la réaction n'évolue plus. Prends la moitié de cette valeur et reporte-la sur la courbe. La valeur que tu lis en abscisse, c'est le T1,5. Et enfin, pour terminer ce chapitre, on va aborder la notion qui peut-être te pose le plus de problèmes, les lois de vitesse d'ordre 1. Tu vas voir, dans quelques minutes, ce sera beaucoup plus clair pour toi. On va très souvent te demander de vérifier si la réaction que tu es en train d'étudier, elle suit une vitesse d'ordre 1. Concrètement, ça signifie qu'il va exister une relation linéaire, une relation de proportionnalité, entre la vitesse volumique et la concentration. Une fonction linéaire, pour rappel, c'est ce qu'on appelle un polynôme de degré 1 en mathématiques, d'où le nom loi de vitesse d'ordre 1. Alors tu n'as pas à connaître pour le lycée les lois de vitesse d'ordre supérieur. Puisqu'il y a une relation de proportionnalité entre la vitesse et la concentration, on peut écrire la relation suivante. La vitesse est égale à k fois, où k est une constante, la concentration du réactif. De cette formule, on a une relation de proportionnalité, on en déduit que la courbe correspondante a cette forme-là. Elle passe par le point 0, 0, par l'origine de notre repère, et c'est une droite linéaire. Mais c'est pas terminé. On a également dit précédemment que la vitesse volumique de disparition pouvait s'écrire comme étant moins la dérivée de la concentration au cours du temps. On mixte ces deux équations qu'on a obtenues et on en déduit une troisième, k fois la concentration est égale à moins la dérivée de la concentration au cours du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Et on ne va pas te demander de la résoudre, mais bien de connaître la solution par cœur. La solution te sera parfois donnée en fonction de l'exigence de ton examen ou de ton contrôle. Alors la solution, je te la donne à l'écran et a fait apparaître une fonction exponentielle. Alors de manière générale, c'est difficile de vérifier graphiquement et à la main qu'on a bien une fonction exponentielle. Par exemple, ici, je te trace la fonction exponentielle correspondante. Donc on voit bien qu'on a une courbe qui décroît au cours du temps, mais j'aurais très bien pu t'en tracer une autre qui avait une forme approchée, t'aurais pas su me dire si c'était une fonction exponentielle. Donc pour ça, on passe par le logarithme népérien. Le logarithme népérien d'une fonction, il a l'avantage d'enlever les exponentielles qu'on avait initialement. Et l'autre avantage, c'est qu'il va transformer une fonction qui a une forme où graphiquement on ne sait pas déterminer si c'est une fonction exponentielle, en une droite, tout simplement. Et une droite, c'est beaucoup plus facile à étudier lorsque tu n'as que le graphique sous les yeux. Donc si lors d'un exercice, tu arrives à retrouver un de ces trois graphiques présentés ici, qu'en général tu en auras un des trois présents en annexe ou quelque part dans ton exercice, on t'aura demandé de le tracer, de l'étudier avant, bah c'est gagné, t'as bien une réaction de vitesse d'ordre 1. Alors attention, les deux dernières courbes, donc la deuxième et la troisième, l'axe des abscisses est bien en secondes, alors que la première, l'axe des abscisses, est bien en concentration. Petit piège, hein, fais attention à ne pas mélanger, on n'a pas la même chose en abscisse sur les trois graphiques. Alors cette vidéo elle est maintenant terminée, avant de me quitter, n'oublie pas de t'abonner et surtout de partager à tes amis. Également, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. À bientôt!